Prude. Bonjour, je suis Daphné Desjeux. Vous allez écouter Prude, le podcast qui partage l'humeur sexuelle de son époque. Vous entendrez ici des témoignages spontanés, insolites, décomplexés qui ouvrent l'esprit et donnent envie de se faire du bien, ou apprendre à le faire. Car oui, le sexe est une source gratuite de bonheur, qui est sûrement bien plus forte que la culture, la bouffe ou encore la drogue. Mettre en perspective nos questionnements de vie avec légèreté, partage et liberté, ça fait plaisir. Et c'est avec Prude. Prude. Aujourd'hui, c'est un épisode que j'espérais partager avec vous depuis longtemps, car je reçois en interview et à visage découvert June Plat, celle par qui non pas le scandale, mais le plaisir arrive grâce à son livre d'utilité publique, Jouissance Club. On l'écoute. Prude. Bonjour June. Bonjour, ça va ? Ça va très 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 bien. Je suis très contente. Moi aussi. Je suis très contente parce que je pense que tu es celle que j'ai le plus vue cet été sur ma plage, avant de dormir, en me réveillant, à travers ton livre. Ça va, t'as pas fait des cauchemars ? Non, au contraire, de très beaux rêves. Ah, super. J'ai pu dormir, surtout grâce à toi. Tu es donc l'auteur, l'autrice, on ne sait pas trop ce qu'on a le droit de dire. Autrice, j'aime bien. Autrice, ouais. De Jouissance Club. Il y a marqué une cartographie du plaisir. Absolument. Est-ce que toi, c'est la seule définition que tu donneras à ton livre ? Qu'est-ce que c'est ? Parce que juste avant de te donner la parole, moi, je suis la fille qui pose des questions puis qui répond à ta place. C'est vraiment nul. Moi, je dirais qu'il y a le petit Robert pour l'orthographe, Laurence Pernou pour la maternité et Jouissance Club pour le plaisir. Oh, merci. Non, franchement. Arrête, c'est trop d'honneur. Mais c'est vrai. C'est donc mon livre de chevet que j'ai offert à l'intégralité de mes amis. Et voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment le premier livre explicatif sur le plaisir. Bah déjà, je suis honorée que tu que tu en fasses cette analyse-là. Oui, après, il y a eu un gros succès, donc je suis très touchée par ça. J'ai l'impression que ça a fait beaucoup de bien à pas mal de monde. J'espère pouvoir aider les gens à la hauteur de mes espérances. Non, ouais, c'est une expérience pour moi aussi complètement à part. Hein. Ça a beaucoup, beaucoup changé ma sexualité, donc... Quelle était ta sexualité, justement, avant de te lancer dans ces magnifiques dessins ? J'étais hétérosexuelle déjà, à l'époque. Et je pense que si ma vie sexuelle avait été parfaite, j'aurais pas créé ce compte. Je me suis beaucoup, beaucoup ennuyée, j'avoue. J'avais l'impression qu'on faisait tout le temps la même chose avec mes partenaires, que c'était un peu de ma faute, mais aussi la leur, que j'aurais pu leur dire plus de choses, mais qu'ils auraient pu aussi se renseigner un peu plus sur mon corps. Les non-dits grandissant, on finit par ne pas communiquer et à se terrer dans une sexualité un peu morne finalement, toujours axée sur la pénétration et c'est dommage. J'ai eu la chance par contre à 20 ans de rencontrer un mec qui m'a sorti de cette sexualité. Il se servait beaucoup beaucoup de ses mains, un peu de son sexe, vite fait. Ça m'a donné l'élan d'avoir envie d'en voir plus, en fait, de chercher plus d'hommes qui savaient faire ça. Malheureusement, je n'ai pas trouvé. Et je n'avais pas les mots pour leur expliquer à tous les autres partenaires. Donc, un jour, j'ai eu ce déclic, j'ai fait ce premier dessin, et je me suis dit « Ah putain, je tiens un truc il faut que j'en fasse d'autres. » Mais parce que tu lui as fait un dessin pour lui expliquer ce qu'il avait fait ou ce que tu aurais eu envie qu'il te fasse ? C'était un mec il y a 2 ans, un ex à moi, 2-3 ans, je sais plus, on s'en fout, qui me demande où se trouve une zone du vagin, parce qu'il a lu un article dessus sur Vice. J'en savais absolument rien, donc j'ai commencé à chercher sur Internet. J'ai trouvé des informations sur plusieurs zones dans le vagin, mais je comprenais que dalle, parce qu'il n'y avait pas d'image associée, donc il a fallu que je relise au moins 10 fois les trucs. J'étais là, je suis quelqu'un de très visuel, tu comprends, je suis une artiste. Et du coup, pour lui faire comprendre où était cette zone, je lui ai fait un dessin, comme je suis illustratrice. Quand j'ai vu le dessin, ça a tout de suite résonné en moi. Je me suis dit, tout ce que j'avais pas réussi à leur expliquer avec mes mots, en fait, j'aurais pu leur dessiner. Et ça m'a donné envie d'en faire encore plus et de dessiner encore plus. Et dès que j'ai posté ces images-là sur Instagram, ça a tout de suite pris, en fait. J'ai halluciné des retours. Pour être plus créative dans sa sexualité sans forcément passer par la case pénétration. J'avais vraiment envie de faire un genre de Kama Sutra des mains et de la bouche, un Kamin Sutra comme j'aime l'appeler. Beaucoup touchée et émue de voir que j'étais pas seule en fait à pas être satisfaite de ma sexualité.
de voir que y avait beaucoup de personnes qui étaient dans ma situation et qui avaient besoin de mettre des mots là-dessus, parce que c'est difficile de trouver les mots finalement. Moi, je suis non sachante et curieuse, et je trouve que c'est un outil extraordinaire. Je trouve que c'est un outil assez cool pour pouvoir communiquer, justement, lancer la conversation avec son ou sa partenaire quand on n'a pas les mots et quand on a peur de dire les choses. Le simple fait de passer ce livre-là, c'est aussi dire, voilà, j'ai honte, j'ai peur, mais j'aimerais bien qu'on en parle. Et c'est cool, ça ouvre le dialogue. Alors, tu parlais de sexe sans pénétration. Pourquoi c'est bien? Pourquoi c'est mal? Qu'est-ce que ça apporte? Pour moi, qui est un clitoris, je me suis rendu compte que les orgasmes que j'arrivais à me procurer, c'était souvent, tout le temps en fait, par massage externe du gland du clitoris. Je n'ai jamais eu d'orgasme par pénétration, contrairement à ce que les films au cinéma disent, contrairement au porno. Je me suis toujours sentie anormale parce que justement, je voyais ces images de couples hétérosexuels qui se pénétraient et qui arrivaient à l'orgasme en même temps, et j'étais là, mais pourquoi moi j'y arrive pas, tu vois? Et comme on n'en parle pas réellement entre amis, enfin, je veux dire, on parle de plein de choses de sexe, mais on va pas dans les détails comme ça. Je savais pas que j'étais juste normale. Que c'est normal de pas avoir d'orgasme par pénétration. Même si, ça je tiens à le préciser, certaines personnes dotées d'une vulve peuvent avoir des orgasmes par pénétration, mais elles représentent une minorité, je dirais 6% des personnes dotées d'une vulve. Prude. Pour toutes celles qui n'ont pas lu Jouissance Club, il y a cette introduction qui est extrêmement intéressante et qui parle à tout le monde. Et donc moi, déjà, j'ai appris beaucoup de choses. Et après, il y a ces dessins. Chaque dessin explique un potentiel, une zone de plaisir, accompagné d'un texte. Tu es illustratrice, comme tu le disais, pas médecin, sexologue. Tu as dû apprendre plein de choses sur tous ces sujets-là. À toi, qu'est-ce que ça a apporté dans ta sexualité? Et moi, ça m'a permis de vouloir explorer plus et d'apprendre à connaître mon corps que je ne connaissais pas clairement. Quand j'ai lancé Jouissance Club, je ne connaissais pas mon corps et j'arrivais avec les mêmes informations sur mon corps que tout le monde en fait. Et on a évolué ensemble avec les abonnés, c'est ça qui est chouette, de par leurs interactions. Et moi, bien sûr, au plus ça marchait, au plus j'ai eu envie d'explorer. Et au plus j'explorais, au plus je trouvais de nouvelles techniques et au plus j'avais d'abonnés. Et ça a été une chouette aventure. Moi, dans ma sexualité, ce que ça a changé, c'est que maintenant je connais mon corps. Je sais quoi dire. Je sais quoi faire. Et je sais ce que je veux plus, surtout. J'arrive à dire non maintenant. Non, je veux pas que tu me pénètres aujourd'hui, ça me fait mal. Non, je préférerais que tu me lèches. Mais surtout, j'ai arrêté l'hétérosexualité, donc je suis plus obligée de préciser ça. Tu te considères bisexuelle ou... Non, je me considère pour l'instant rien du tout. Je n'arrive pas à mettre de mots là-dessus. Je pense que peut-être que le mot le plus approprié serait pansexuel, mais j'ai pas envie pour l'instant de mettre de mots là-dessus parce que j'ai pas encore tout exploré. Mais ouais, je pense que la sexualité peut être beaucoup plus fluide que ce qu'on veut bien nous faire croire. Que c'est pas parce qu'on se sent ou qu'on croit être hétérosexuel qu'on l'est forcément. Je pense qu'on peut avoir de l'alchimie avec à peu près n'importe qui. Enfin, pas n'importe qui, je veux dire, tu peux en prendre une personne au hasard dans la rue et tu vas lui faire l'amour, c'est pas vraiment ça, mais avec n'importe quel genre, il suffit juste que l'odeur, le comportement de la personne ou l'alchimie soit au rendez-vous pour que ça matche, en fait, peu importe son sexe. Justement, alors moi je suis, comme je le disais, non sachante curieuse. Est-ce que tu peux juste un peu nous expliquer tous ces termes dont, enfin, moi je me perds entre évidemment homo, hétéro, pansexuel, cisgenre. Est-ce que tu peux nous donner en tout cas les grands termes, ces nouveaux termes dont on parle, et juste nous donner un tout petit peu la définition de chacun? Pansexuel, ça veut dire que, je crois que ça veut dire que tu es attiré par n'importe quel genre. Ça peut être un homme cis, un homme cisgenre, une femme trans, un homme trans ou une personne non-binaire ou intersexe. Enfin bref, tu peux être attiré par n'importe quel genre de personne. À la naissance, on a tous un genre assigné. Quand tu nais avec une vulve, tu es soi-disant une femme. Quand tu nais avec un pénis, tu es soi-disant un homme.
Avec le temps, certaines personnes ne se reconnaissent pas dans ce genre qu'on leur a assigné. Donc, certaines personnes se disent transsexuelles, transgenres plutôt. Imaginons que la personne ait une vulve et que finalement ce soit un homme. C'est un homme trans. Les personnes non-binaires sont des personnes qui ne se reconnaissent pas dans les deux genres, qui se situent peut-être au milieu ou ailleurs, on s'en fout. Et les personnes intersexes, ce sont des personnes qui sont nées avec les gènes mâles et femelles. Comme je dis dans mon livre, sont des personnes qui naissent avec les caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas forcément aux définitions typiques du mâle ou de la femelle. Et souvent, ces bébés-là sont mutilés à la naissance pour que le sexe ressemble soit à un pénis, soit à une vulve, alors qu'on devrait juste les laisser vivre leur petite vie de personnes intersexes tranquilles. Voilà, ils représentent 1,7% de la population. Donc le monde n'est pas binaire, c'est ça aussi que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas que des hommes cisgenres ou des femmes cisgenres. Et cisgenre, ça veut dire que tu vas valider le genre qu'on t'a assigné à la naissance. Donc tu es une femme cisgenre et moi aussi. Prude. Alors attention, question complètement centrale. L'orgasme, c'est quand même le truc on est censé atteindre quand on fait l'amour. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a zéro obligation. Franchement, zéro. J'ai pas envie de dire il faut absolument que j'ai un orgasme à chaque fois. C'est pas du tout le but. En revanche, dans les relations hétérosexuelles, il y a souvent un gap de l'orgasme. C'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre et c'est aussi pour ça que le livre marche très bien. C'est que les femmes cis en général se retrouvent là-dedans et disent moi aussi j'en veux un. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre la pression à son partenaire et qu'on veut à chaque fois un orgasme. Ça voudrait dire juste que ce serait bien de rétablir un petit peu la balance et que les hommes apprennent peut-être à s'occuper de leurs copines un peu plus pour qu'elles puissent atteindre l'orgasme un peu plus souvent, mais pas tout le temps, pas de panique. Ouais, je pense que nous aussi on a droit à notre part d'orgasme. Et c'est bien d'en parler, c'est bien de rétablir la balance et... Il y a beaucoup de mecs qui m'écrivent pour me dire « Putain, merci, en fait, je savais pas. » Comme je te disais tout à l'heure, si j'ai écrit ce livre, c'est parce que c'est ça que j'ai vécu, moi. Quel conseil tu pourrais donner aussi aux femmes ? Enfin, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à atteindre l'orgasme, malgré leur volonté, ou d'autres qui le mettent sous le tapis. Enfin, il y a mille raisons, 1000 situations. Comment on s'y prend quand on n'y arrive pas, quand ça vient pas ? Tu veux dire en couple ou toute seule ? Les deux. Il y a 2 réponses. Quand tu es toute seule et que tu n'arrives pas à atteindre l'orgasme, il y a plein de choses à faire. Il se peut que tu y arrives pas. Peut-être jamais. J'ai pas de solution toute faite. Et je sais que ça peut être très frustrant pour certaines, que ça peut être un but à atteindre. Et au plus c'est un but à atteindre, au moins tu y arrives. C'est une pression que tu te mets toute seule. Mais il y a plein de choses à tester. Plein de manières différentes de se masturber. Il peut y avoir le pommeau de douche, il peut y avoir l'aspirateur à clito, cette espèce de sextoy trop cool là, le Magic Wand. Ça ressemble à un gros micro qui envoie des vibrations très fortes et très basses et du coup te prennent tout le corps et c'est hallucinant. Ce qui m'interpelle le plus là-dedans, c'est que les meufs qui ont jamais réussi à avoir d'orgasme, j'ai l'impression, peut-être, qu'elles n'ont pas trouvé la stimulation, l'excitation sexuelle qui leur permettait d'atteindre l'orgasme. Je m'explique. Moi, pour atteindre l'orgasme, j'ai besoin de regarder un porno. C'est possible que, je sais pas, quelque chose t'excite plus que tout et que t'oses pas te l'avouer. Un truc qui peut te paraître méga weird. Ouais, je pense que l'excitation sexuelle, elle est aussi importante que la manière dont tu vas te toucher, parce qu'il y a des meufs aussi qui ont mal quand elles se touchent directement le gland du clitoris. Donc du coup, peut-être que le humping, le fait de se frotter à un coussin sera plus adapté, ou le fait de se toucher juste la tige, c'est l'endroit du clitoris qui est juste au-dessus du gland du clitoris. Et il y a aussi un site internet qui peut être intéressant à aller voir, ça s'appelle Oh My God Yes, pardon. C'est payant malheureusement, mais ça te donne plein de techniques pour te toucher différemment de ce que tu peux faire d'habitude. Ensuite, pour les personnes qui ont une vulve et qui sont en couple et qui n'arrivent pas à atteindre l'orgasme en couple, c'est un autre problème. Il faut que le partenaire soit plus au fait du corps de sa partenaire.
C'est pas notre faute, en fait. Parce qu'on a souvent le réflexe de se dire, en tant que femme, que c'est notre faute, qu'on est frigide, qu'on n'y arrivera jamais, que lui, il fait tout bien, et que c'est peut-être parce que je suis un peu coincée, que je réfléchis trop. Non. Moi, depuis que je suis plus hétérosexuelle, j'ai un orgasme à chaque rapport. C'est la façon dont l'autre te touche aussi. Si la personne est concernée par ton plaisir, qu'elle s'est renseignée en amont, il n'y a aucune raison que tu n'aies pas d'orgasme, en fait. Depuis que j'ai changé de sexualité, j'ai un orgasme à chaque rapport. C'est important de le souligner. Faut arrêter de croire que c'est notre faute, quoi. On est deux pour faire l'amour. Et si l'autre ne s'intéresse pas à ton corps, c'est qu'il y a un souci. Et c'est normal que tu n'aies pas d'orgasme. Voilà, point final. Attention, on va passer à la partie tuto. Oh oui! Tuto, jingle tuto, que je n'ai pas. On peut l'inventer. Ah, on peut en faire un tuto. Voilà, c'est la minute tuto. Pour ceux qui n'ont toujours pas donc acheté ce livre, nous allons faire un tuto pipe. Ah, ok. Tuto pipe, du coup, on va faire une page de ton livre à écouter. Donc, c'est ton moment. Est-ce que tu peux nous raconter avec tes mots, non pas avec tes dessins, qu'est-ce que c'est qu'une bonne pipe? Alors, une bonne pipe... Et comment on fait? Pense déjà que pour faire une bonne pipe, il faut aimer faire ça. Il faut apprécier faire ça. Et donc, montrer que tu y prends du plaisir. Mais c'est comme un cunilingus, finalement. Si tu prends pas de plaisir, ça sert à rien d'y aller. Moi, j'aime commencer très doucement et très lentement et tourner autour du sexe. Pas aller directement sur le sexe pour faire monter un peu la pression. Parce qu'on est tous fait pareil, finalement. Je regarde un peu dans les yeux, je dis des choses un peu salaces ou des vérités du genre « J'adore ta queue, elle est magnifique. Oh, et son odeur, je pourrais la respirer toute la journée. » Enfin bref, ça peut exciter ton partenaire ou ta partenaire. Je joue avec mes mains, je lui caresse les couilles, tout doucement. J'arrive avec ma bouche et je lui embrasse le gland, je cours un petit peu le long de son pénis, j'embrasse tout doucement. J'aime vraiment aller doucement pendant longtemps, en fait. J'ai pas du tout envie d'arriver à faire une gorge profonde directe. C'est no way pour moi, sauf si, bon, bien sûr, on est dans le mood. Bref, je continue très lentement à lécher ses couilles, son pénis, son gland, son frein. Je vais dans tous les endroits et j'essaie de regarder, de noter ses réactions. Parce que c'est important, dès que tu sens un petit... bah, tu continues ou alors tu t'arrêtes, tu passes à autre chose. Je sais pas si ton ou ta partenaire va kiffer que tu serres fort son pénis en faisant des va-et-vient ou s'il va préférer quelque chose de plus doux. C'est quelque chose que tu dois broder avec l'autre. Tu vois, t'es pas tout seul en fait. Tu peux, et je trouve ça cool d'avoir des bases, mais c'est ça qui est beau, c'est que c'est jamais la même chose avec les partenaires avec qui tu es. Tu seras toujours obligé d'adapter tes mouvements et de constater que finalement, quand tu changes de partenaire, bah, c'est toujours des pratiques différentes qu'on va mettre en avant, plus que d'autres. Tu pars avec des bases, tu tentes des choses, et c'est aussi se mettre à nu. C'est tenter plein de choses, sortir de sa zone de confort, sans savoir si ça va lui plaire. Le tuto pipe est une vérité aléatoire. Est-ce que le tuto point G peut être un peu plus précise? Parce que c'est vrai que c'est un peu un mystère, le point G... pour les hommes, pour les femmes, enfin voilà, où est-il, comment s'atteint-il? Pareil, c'est page 237 dans ton livre. Bravo, c'est quelle mémoire. Moi, je préfère appeler ça la zone G parce que c'est pas un point, mais une zone qui regroupe la confluence des bulbes du clitoris, les glandes de Skene qui sont censées être l'équivalent de la prostate, et j'allais dire le tunnel urétral, n'importe quoi. Bref, on s'est compris. C'est cette zone-là qui va faire du bien. Et bon, pour résumer, c'est quand même juste la confluence des bulbes qui est censée représenter la zone G. Donc, c'est pas une zone dans le vagin. La zone dans le vagin qui est rugueuse, c'est cet endroit-là sur lequel on va venir insister pour venir taper la confluence des bulbes. Et ça non plus, c'est pas une science. Ça peut parfois faire mal, ça peut juste parfois rien faire, ça peut provoquer parfois des orgasmes, on sait pas en fait, ça peut faire squirter, c'est complètement aléatoire selon ton ou ta partenaire. Donc
Là aussi, pas de secret. Mais donc, du coup, ce serait où quand même? Quand tu rentres au début du vagin, tu as une zone qui est un petit peu rugueuse, qui fait à peu près 2 à 3 phalanges. Je dirais plus 2 phalanges. Et cette zone-là, elle n'est pas forcément agréable au toucher pour la personne qui a cette zone-là. Mais c'est un repère sur lequel tu vas venir appuyer, faire des mouvements. Tiens, la machine à café en peut plus aussi. Elle veut aussi son petit toucher. Qu'est-ce qu'elle a, elle fait pipi? Bah, tu vois, elle squirt. Tu vois l'effet que tu fais même à l'électroménager. Incroyable. Oh là là. Je vais écrire un livre sur l'électroménager. Ça veut dire quoi, le mot que tu viens d'employer pour la machine à café? Le squirt, Ouais. c'est ce qu'on appelle les émissions fontaines plutôt. Tu vois, quand la personne sort une grande giclée de liquide incolore, est censé être pas indolore, qu'est-ce que je raconte, inodore, pardon. C'est ce qu'on voit dans les films porno où la meuf est là, elle en fout partout et ça gicle dans tous les sens. Bon, ça c'est dans les films. En général, le squirt, c'est... il n'y a pas de en général. Ça peut être juste une petite coulée que tu ne vois même pas. Ça peut faire une énorme flaque comme ça peut en faire une petite. Ça peut sentir la pisse parce que ça provient de la vessie. C'est ce qu'on sait. Ça peut être lié à un orgasme comme pas du tout. C'est complètement aléatoire. Et ça se provoque justement en stimulant la zone G dont tu parlais juste avant? Ouais, ça peut se provoquer à ce niveau-là. Et je pense aussi que la zone antérieure du vagin est fortement liée à ça. C'est-à-dire que dans la zone intérieure, il y a le canal urétral et il y a la vessie qui est intimement liée à toute cette zone-là. Et du coup, quand tu tapes un petit peu là-haut, bah, tu tapes un peu la vessie. La vessie se remplit très vite d'un liquide inodore et incolore, et sous l'effet de l'excitation. Et il se peut que ça sorte, comme ça ne sorte jamais. En fait, ça dépend, toi, ce qui se passe dans ta tête, si tu as eu ce déclic-là. C'est complètement indépendant de ta volonté. Il y en a qui arrivent à se le provoquer, mais il faut bien connaître son corps, il faut l'avoir déjà expérimenté ou pas. Enfin, c'est vraiment complètement aléatoire. Moi, j'ai mon premier squirt à l'âge de 36 ans, et dans une certaine position, et à chaque fois qu'on faisait cette position, bah, je squirtais. Mais depuis, j'ai plus jamais rien eu parce que j'ai plus le même partenaire. Bref, tu sais pas. Moi, je le contrôle pas en tout cas. C'est pas formaté en fait. Il y a rien de, il y a pas de norme. Et, contrairement à ce qu'on croit tous, il devrait y avoir une norme et on devrait appuyer sur ce bouton et ce serait cool. Il y a pas de norme. Il faut expérimenter à chaque fois. Et ça fait peur. Il y a un truc aussi que j'ai trouvé très intéressant dans ton livre, c'est l'idée des préliminaires. On dit qu'en gros, c'est entrée, plat, dessert, préliminaire, le cœur le plat principal et éventuellement la clope et le câlin à la fin. Quel est ton avis sur les préliminaires? Moi, j'aime pas du tout ce mot. Je déteste ce mot. Parce que pour moi, les préliminaires, c'est la meilleure façon d'atteindre l'orgasme. Et comme ça a toujours été bâclé dans mes relations hétérosexuelles, je suis en colère contre ce mot. Parce que ça voudrait dire que la pénétration est au centre de notre sexualité et que c'est ça qui va procurer... que c'est ça qu'on attend tous, en fait. Pas du tout. Moi, je veux plus de préliminaires, je veux plus de cunnilingus, je veux plus de fellation, je veux plus de doigts dans le cul. Je veux qu'on arrête d'utiliser ce mot. Je veux qu'on se dise que les préliminaires, ça peut être un sexto, un bouquet de fleurs, whatever, mais sûrement pas un cunnilingus ou une pipe. Ça, faut se sortir ça de la tête, je pense. Ce serait quoi pour toi la révolution sexuelle? Ah, c'est une bonne question. Pour moi, aujourd'hui, ce serait de s'apercevoir que la sexualité peut être fluide, que ton orientation sexuelle ne te définit pas qui tu es, mais que tu peux faire l'amour avec n'importe qui. Et que parfois, s'éloigner de ce qu'on connaît, ça peut être une vraie surprise, une vraie belle surprise. C'est ma définition aujourd'hui. Demain, tu me poses la même question, peut-être que j'aurai une autre définition. Et toi, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta sexualité? Et t'as pas le droit de dire tout. On a envie de savoir un peu, en tout cas, voilà, qu'est-ce que tu as expérimenté de cool dernièrement, que tu aurais envie de partager? J'ai expérimenté les longs cunnilingus sans culpabiliser.
J'avais l'habitude de culpabiliser quand le cunnilingus prenait trop de temps. J'avais peur que mon partenaire s'ennuie. Et souvent, on stoppe l'action en disant « Non, mais t'inquiète pas, viens, on passe à la pénétration parce que j'ai pas du tout envie de t'ennuyer, parce que j'ai peur d'être trop longue à venir. » Bref. Et ça, ma nouvelle partenaire m'a appris à me détendre là-dessus. Et les cunnilingus peuvent durer, je sais pas, parfois 30 minutes. Et c'est pas grave parce qu'elle adore faire ça. Et une fois que j'ai joui, parfois, elle n'arrête pas. Elle continue. Elle me procure un autre orgasme dans la foulée. Et ça, c'est inédit chez moi. Prude. Eh bien, est-ce que tu veux parler de tes projets ? Est-ce que tu as des projets que tu voudrais partager avec nous ? Écoute, moi, pour l'instant, mes projets, c'est d'arrêter d'en avoir. Je suis fatiguée. J'ai beaucoup trop niqué ces derniers temps. J'ai envie de me reposer. Et oui, bien sûr, j'ai plein d'idées en tête qui pourraient faire la suite du livre de Jouissance Club. Mais pour l'instant, je vais faire une petite pause et on se reverra probablement dans pas longtemps, quand je me serai bien reposée. Ben moi, je suis ravie de savoir quelle sympathique jeune femme se cache derrière ces dessins qui sont vraiment porteurs de beaucoup de joie, en fait, au-delà du plaisir, quoi. C'est un peu de la joie de vivre, hein. Et comme moi, mon curseur, c'est d'interviewer des gens qui ont toutes sortes d'histoires qui se terminent bien. Et ben moi, je trouve qu'en tout cas, tu génères des histoires qui peuvent ou bien commencer ou bien se terminer. En tout cas, c'est répandre du bon. Donc, je dis oui à June. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté Prude. Si vous avez des histoires insolites, inavouables, des confidences à nous faire partager, écrivez-nous sur prudelepodcast@gmail.com et suivez-nous sur Instagram, Prude le podcast. Si vous écoutez cette conclusion, c'est que vous avez aimé cet épisode. Le meilleur moyen est de mettre 5 étoiles sur iTunes, de vous abonner et de laisser un commentaire. Pour vous, ce n'est pas grand-chose, mais pour Prude, c'est beaucoup. À bientôt. Prude.